Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une émission que nous consacrons aujourd'hui à la traduction de l'œuvre d'un des plus grands maîtres du bouddhisme tibétain, Jamdön Kongtrul Rinpoché. Il s'agit là d'une entreprise ambitieuse et ardue qui nécessite un grand nombre de qualités de la part des traducteurs. Car si ceux-ci jouent un rôle essentiel dans la transmission des œuvres écrites en tibétain, leur travail minutieux demande de longues années d'études, mais aussi de pratique. Alors en quoi consiste plus précisément ce projet? Pourquoi est-il si important? Comment travaillent les traducteurs? Face à quelles difficultés peuvent-ils se retrouver confrontés? Nous allons voir toutes ces questions avec notre invité Thierry Lamoureux. Thierry Lamoureux, bonjour. Bonjour. Vous pratiquez le bouddhisme depuis 35 ans. Vous êtes un disciple du maître tibétain Kalu Rinpoché. Vous traduisez de très nombreux textes en tibétain et vous travaillez actuellement sur la traduction en français de la vie de Jamdön Kongtrul Rinpoché. Alors, on imagine que c'est un travail considérable d'être traducteur de textes tibétains. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Quel a été votre cursus, Thierry Lamoureux? Alors, à l'origine, c'est-à-dire au milieu des années 80, je venais de passer mon bac, et plutôt dans un cursus scientifique, et en entrant à l'université, en continuant des études en mathématiques appliquées, en fait, je n'avais pas le souci ou l'envie de me cantonner dans un domaine purement scientifique, et j'avais orienté une part de mes études dans le domaine des sciences humaines au sens large, et à cette époque, j'apprenais le chinois. En fait, j'étais étudiant à l'Institut national des langues et civilisations orientales, et c'est l'époque où le maître Kalu Rinpoché, en fait, est arrivé en France, c'est-à-dire dans les années 74-75. Moi-même, je l'ai rencontré en 75, et directement, donc j'ai eu le souci, et en plus c'était quelque chose qu'il nous exhortait assez régulièrement de faire, c'est-à-dire d'apprendre la langue tibétaine, et assez rapidement, eh bien, j'ai basculé mes études chinoises dans le domaine purement tibétain. Quelques années d'études au sein de l'université française, et comme j'étais au contact avec des lamas de tradition et de culture tibétaine, eh bien j'ai assez vite pu parfaire ma connaissance dans ce domaine-là, et assez rapidement je suis devenu l'un des traducteurs en fait du centre qui avait été fondé à l'origine par Kalu Rinpoché à Paris, donc à Kagutzong. Très bien. Alors parlez-nous maintenant de ce fameux projet de la traduction de l'œuvre de Jamdön Kongtrul Rinpoché. C'est considérable. C'est pas la traduction de toute l'œuvre, bien sûr, ça serait pratiquement une entreprise au-delà de nos capacités, mais c'est la traduction d'une partie de son œuvre. C'est en fait un ouvrage qui a été composé par ce maître qui est du 19e siècle en fait. Et c'est un ouvrage absolument indispensable ou important parce il aborde en fait tous les domaines de la connaissance du 19e siècle au Tibet, c'est-à-dire à la fois les domaines des sciences qu'il nomme les sciences extérieures, qui vont de la grammaire, l'art du langage, l'architecture, les beaux-arts, la dialectique, la médecine, l'astrologie, mais bien évidemment qui traite de son sujet important ou prépondérant, à savoir le bouddhisme. Il va dans cet ouvrage, donc qui se compose de 4 gros volumes de 500 pages chacun, il va aborder en 10 sections, chaque section scindée en 4 chapitres, eux-mêmes sous-chapitrés. En fait, il va aborder tous les grands thèmes, depuis la cosmologie, l'être et l'univers dans lequel il se trouve, jusqu'à l'état de réalisation, jusqu'à l'état de Bouddha. Et entre les deux, les 8 sections supplémentaires, eh bien, il va y aborder l'aspect historique, l'aspect spirituel du Bouddha. Comment est-il devenu un être éveillé? Qu'a-t-il fait après avoir atteint l'éveil? Comment le bouddhisme s'est-il diffusé et en Inde et sur le territoire tibétain, en particulier au travers des 8 grands courants de la transmission du savoir bouddhiste au Tibet? Quelles sont les différentes formes d'éthique? Quelles sont les différentes formes de motivation? Qu'entend-on par l'étude, la réflexion, la méditation? Par quelles étapes passe-t-on
lorsque l'on gravit les chemins, lorsqu'on passe par les chemins qui mènent jusqu'à l'éveil. Voilà ce dont traite Kongtrul Rinpoché dans cet ouvrage qui s'intitule donc le trésor qui embrasse toutes les connaissances. Très bien. Et quand est-ce que vous pensez que la traduction sera terminée en France? Alors cette traduction donc a déjà commencé dans les pays anglo-saxons. Nous, on s'occupe de la partie française. Celle-ci devrait aboutir dans les années 2012 à peu près, puisque on prévoit, à l'instar de nos collègues américains, de produire en fait une somme qui s'articulera autour de 13 ou 14 volumes en fonction des cas. Alors j'aimerais que l'on revienne un instant sur la personnalité de Jamgon Kongtrul Rinpoché. C'était un très grand maître, vous l'avez dit, un très grand maître de méditation notamment. Hein. Alors c'est un maître qui a, dans sa vie en fait, a eu trois grands axes, mais qui se mêlent entre eux, trois axes mêlés. À la fois, il compose des œuvres, à la fois, il médite, et il entreprend également des constructions. Donc c'est véritablement un maître considérable, dont aujourd'hui, on a la chance de pouvoir connaître beaucoup de détails concernant sa vie, puisqu'il a écrit lui-même une autobiographie qui est très précise. C'était dès sa prime enfance, en fait, on voit que c'est quelqu'un d'immensément curieux, d'immensément ouvert, d'une très très grande sensibilité. On verra même que physiquement, en fait, cette sensibilité se portait même pratiquement, on dirait, à fleur de peau. Juste en deux, trois mots, peut-être ce qui fonde sa personnalité à venir, on la retrouve dans sa biographie, dans ses 20 premières années, en fait. Et dans ces 20 premières années, on voit qu'il y a différents événements qui vont déterminer, en fait, son avenir. Et les principaux? Les principaux. Il naît dans la région du Kham, le Tibet oriental, dans la zone particulière qui est la zone de Derge. Une sorte de petit royaume qui était préservé malgré le pouvoir central de Lhasa au Tibet, un petit royaume qui était préservé et qui était géré par un roi, en fait. Il naît dans ce lieu dans lequel on trouve principalement toutes les écoles, sauf l'école Gelugpa, pardon. Même si l'école Gelugpa est présente, mais néanmoins les grands centres monastiques, Kagupa, Nyingmapa, Sakapa, s'y trouvent. Lui, il naît dans une famille qui n'est pas bouddhiste. Il naît dans une famille Bonpo, c'est-à-dire cette tradition qui existait, enfin cette tradition spirituelle qui vient en parallèle avec le bouddhisme. Il vit premièrement dans un grand monastère de l'école Nyingmapa, de l'école ancienne, et ensuite il rejoint le grand monastère de Pelpung, qui est le monastère Kagupa, donc dirigé par les hiérarques Situ. Et il y a le troisième monastère, qui est le monastère de Dzongsar, qui est un monastère plutôt d'obédience Sakapa, dans lequel vous trouvez celui qui sera son mentor toute sa vie, en fait, à savoir le grand maître Khyentse Wangpo. Il évolue dans ce cadre-là, et c'est là qu'il fait ses premières armes en tant qu'écrivain. Oui. Dès son plus jeune âge, il apprend la poésie, la métrique, l'art du langage auprès de ses différents maîtres. Alors, ce projet de traduction dont vous vous occupez notamment était très important pour Kalu Rinpoché. Quelle a été son implication? Oui, bien sûr, parce que justement dans la part d'activité de Kongtrul Rinpoché au XIXe siècle, qui consistait pour lui à fonder des lieux de méditation, et bien dans le monastère de Pelpung, il a créé il a codifié en fait le quotidien d'un centre de retraite qui était appelé Tsaja, Rinchen Tsaja, en fait, et dans ce centre de retraite, eh bien, venaient participer aux longues retraites de 3 ans et demi à peu près, eh bien, un certain nombre de moines qui étaient ainsi formés à l'excellence, en fait. Sous la direction, en fait, tout d'abord de Kongtrul Rinpoché, et puis ensuite de différents maîtres de retraite. Il se trouve qu'au XXe siècle, en fait, l'un de ceux qui fut le maître de retraite dans ce centre de retraite fut le maître Kalu Rinpoché. Lui-même avait fait la retraite dans ces lieux, lui-même dirigea la retraite. Donc c'est tout naturellement, lorsqu'il s'est retrouvé lui-même devant partir en exil, tout d'abord au Bhoutan, ensuite en Inde, lorsqu'ensuite, eh bien, il put créer des centres un peu partout dans le monde et en particulier en France, eh bien, l'un de ses premiers objectifs fut
de préparer la traduction de cette encyclopédie du savoir, dont son propre maître historique avait été à l'origine, puisqu'il était lui-même un des dirigeants du centre de retraite. En fait. Très bien, donc pour cela, Kalu Rinpoche a réuni un certain nombre de traducteurs. On peut se demander quelles sont les qualités requises pour ces traducteurs. On imagine que ce n'est pas seulement un travail intellectuel. En quoi la pratique, par exemple, de la méditation est-elle importante lorsque l'on traduit des textes tibétains? Alors, bien évidemment, dans cette collection en fait, qui est très importante, dans cet ouvrage qui est très important, certains chapitres traitent d'une part plus historique. Donc on pourrait dire que pour ceci, une expérience spirituelle serait peut-être moins importante, moins requise, mais néanmoins, il y a beaucoup de parties de l'ouvrage qui traitent de la doctrine sous un plan pratique, sous un plan expérimental. Il est bien évident qu'il est bien plus facile pour un traducteur de produire un écrit à partir d'une matière dont lui-même a fait l'expérience. On ne peut pas non plus imaginer que tout ce dont il est question dans cet ouvrage donc, a été expérimenté par le traducteur, mais néanmoins une bonne connaissance, un contact direct avec les maîtres pratiquement au quotidien, une bonne expérience personnelle, eh bien viennent correctement s'adjoindre avec une connaissance purement de la langue. Alors quelles sont les principales difficultés auxquelles vous vous heurtez quand vous traduisez ce genre de texte? Alors les difficultés donc peuvent être d'ordre linguistique. Bien souvent, des thèmes sont abordés pour lesquels la terminologie dont on peut user en Occident donc est assez pauvre, ou alors même si elle existe, elle est peu usitée. La difficulté donc c'est d'avoir des fois des domaines qui sont très abscons et pour lesquels on est obligé de demander bien évidemment l'appui quotidien, l'appui régulier de grands maîtres de la tradition qui peuvent nous aider donc pour comprendre ces thèmes. Il y a aussi une nécessité à donner un caractère homogène à la traduction pour que la terminologie utilisée en début d'ouvrage soit préservée tout le long de l'ouvrage dès lors que les thèmes qui sont abordés sont équivalents. Le tibétain est une langue assez compliquée dans le sens que un même terme peut avoir, en fonction du sujet traité, des résonances qui sont quelque peu différentes. Donc on se heurte à des difficultés d'ordre terminologique qui sont parfois, des fois, on est obligé de faire des choix comme dans toute traduction. Alors, on a le sentiment que la traduction de textes tibétains en France est relativement récente, une trentaine d'années, je crois, mais c'est beaucoup plus récent même qu'aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que c'est amené à se développer? C'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont eu beaucoup plus de facilité pour traduire depuis bien plus longtemps que nous les grands textes. Pourquoi? Parce que bon nombre de grands traducteurs, même s'ils étaient des pratiquants bouddhistes, eh bien travaillaient dans le cadre de l'université et c'était beaucoup plus facile dans l'université américaine de se lancer dans des grands projets de traduction, accompagnés pour cela par des maîtres, des érudits, des lettrés qui étaient invités pour un temps donné dans les grandes universités américaines, et ceci a facilité les choses. Dans la culture américaine, anglo-saxonne en général, il est beaucoup plus facile également de faire appel à des fonds privés, à des fondations, etc. C'est ce que l'on essaye de faire, nous, en France. Donc, pour un tel projet qui demande un investissement, pour un tel projet, donc, eh bien, on fait appel à la fois à des fonds privés, à des personnes morales, mais également à des institutionnels, etc., pour essayer de récolter un peu de matière qui puisse nous permettre, en fait, de conclure un tel projet d'envergure. Très bien. Merci infiniment, Thierry Lamoureux, pour toutes ces précisions et bon courage, alors. Merci. Pour terminer, voici les livres que nous vous conseillons. Vie de Jamdon Kongtrul, traduit par Richard Baron et publié chez Claire Lumière. Vous y retrouverez le récit de la vie passionnante de ce grand maître tibétain du 19e siècle. Le bonheur est entre vos mains, petit guide du bouddhisme à l'usage de tous, de Tsigar Kongtrul Rinpoche, édité par Marabout Poche. Un livre très riche sur les enseignements du Bouddha, où l'auteur nous explique avec intelligence et humour comment trouver des remèdes à nos doutes et à l'insécurité qui nous assaillent au quotidien. Et enfin, les fondements de la mystique tibétaine, de Lama Nagarika Govinda, publié chez Albin Michel dans la collection Spiritualité vivante, où vous pourrez lire un recueil de l'enseignement oral des plus grands maîtres tibétains. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi.
Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et une très belle semaine.